Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver, une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 15 décembre 2020. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée à deux volets. Le premier va concerner la politique étrangère de la Turquie et le deuxième va concerner les relations économiques égypto-africaines. On va commencer tout de suite par un premier reportage qui concerne justement l'Union européenne qui surmonte ces divergences pour sanctionner Ankara. Rappelons que les dirigeants de l'Union européenne réunis en sommet à Bruxelles sont parvenus à surmonter leurs divergences pour sanctionner les actions illégales et agressives de la Turquie en Méditerranée. Les contentieux se sont multipliés avec la Turquie, engagée dans des campagnes d'exploration gazière en Méditerranée orientale, dans des zones maritimes disputées avec la Grèce et Chypre. Elle est aussi impliquée militairement dans les conflits en Libye, en Syrie et au Nagorno-Karabakh. Les détails. Nous avons décidé des sanctions individuelles contre des personnes impliquées dans les activités de recherche et les forages dans les eaux de Chypre. Et elles seront mises en œuvre dans les prochaines semaines, a annoncé Emmanuel Macron à la fin de la réunion vendredi. Nous avions donné une chance à la Turquie en octobre, mais nous avons unanimement constaté que la Turquie avait poursuivi ses actions provocatrices, a souligné Macron. Le président français s'est félicité de la démonstration par l'Union de sa capacité à faire preuve de fermeté. Plusieurs pays, dont l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, se seraient opposés jusqu'à ce jour à l'adoption de sanctions. Le compromis est équilibré, a jugé la chancelière Angela Merkel. Nous espérons que le message adressé à Ankara va passer, a-t-elle ajouté. Le débat a été difficile, mais la situation exigeait de prendre des mesures, a expliqué le président du Conseil européen, Charles Michel. La décision d'ouvrir la voie à des sanctions avait été prise par les dirigeants européens en octobre. Ils avaient fait des offres d'ouverture à l'égard d'Ankara, notamment sur l'union douanière, mais les avaient assorties de menaces de représailles si la Turquie poursuivait ses actions déjà condamnées par l'Union européenne. Une liste de noms va être établie dans les prochaines semaines et sera soumise à l'approbation des États membres. Ils seront inscrits sur la liste noire établie en novembre 2019 pour sanctionner les activités de forage de la Turquie dans les eaux de Chypre. Elle compte déjà 2 responsables de la Turkish Petroleum Corporation, interdits de visa et dont les avoirs dans l'Union européenne ont été gelés. Les dirigeants européens ont par ailleurs donné mandat au chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, de leur faire un rapport au plus tard en mars 2021 sur l'évolution de la situation et de proposer alors, si nécessaire, d'étendre les sanctions à de nouveaux noms ou de nouvelles entreprises. Mais la Turquie est membre de l'OTAN et Ankara compte beaucoup de soutien au sein de l'organisation, reconnaissent les diplomates de l'organisation. Le secrétaire général de l'OTAN a insisté sur le rôle clé joué par la Turquie au sein de l'Alliance. Toutes les sensibilités se sont exprimées au cours du sommet et l'absence de consensus a écarté l'adoption de sanctions économiques contre des secteurs d'activité ainsi que la demande de la Grèce d'imposer un embargo européen sur les armes à la Turquie. Les Européens veulent ménager l'OTAN. Ils ont décidé une approche graduelle jusqu'à la prise de fonction du président Joe Biden et veulent une coordination avec les États-Unis sur les sujets impliquant la Turquie. Et nous revoilà de retour et nous avons en ligne Dr Essam Abdelfattah, professeur en analyse du discours et journaliste pour nous parler de ce sujet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Dr Essam, dites-nous pourquoi la situation s'aggrave en tant que réaction, maintenant qui devient européenne et presque internationale, envers la Turquie? Oui, parce que c'est dû aux provocations poursuivies par la Turquie dans la zone orientale de la Méditerranée. On sait très bien que la Turquie actuellement empiète sur une zone qui appartient à la Grèce et aussi au Chypre. Et la question est, on sait très bien que cette zone aussi est fertile
en gaz. C'est la raison pour laquelle la Turquie prétend avoir un droit à cette zone. Les provocations aussi, on sait très bien qu'il y a à côté du conflit en Libye, la crise, puisque on sait très bien que la Turquie a envoyé des milices en Libye parce qu'elle soutient le gouvernement de l'entente nationale. Et tout cela, vraiment, le conflit actuellement qui sévit en Libye, c'est la source d'une migration illégale vers l'Europe. Donc, ça veut dire que le problème est très compliqué. Mais revenons peut-être à la réunion aujourd'hui à Bruxelles. À cause de ces provocations, tous les pays européens sont d'accord sur la nécessité de faire face à la Turquie, mais ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de pays européens estiment très bien que la Turquie est un membre de l'OTAN et que dire membre de l'OTAN, ça veut dire que les États-Unis ont leur mot à dire. Alors, il faut, disons, peut-être c'est un contraste ou bien un conflit entre les États-Unis d'un côté, parce que les États-Unis considèrent que le rôle joué par la Turquie est un rôle très important au sein de l'OTAN. Et en même temps aussi, il y a des pays européens qui sont membres de l'OTAN, c'est pas seulement la Turquie, qui savent très bien que cette décision, quel que soit le consensus des pays européens sur la nécessité de faire face à la Turquie ou bien de sanctionner la Turquie, et le problème, ce n'est pas le consensus ou bien ce n'est pas l'accord de ces pays sur cette nécessité. Le problème, c'est la modalité d'application. Comment elles peuvent appliquer cette peine ou bien cette punition, cette sanction à la Turquie, étant donné que la Turquie est un membre de l'OTAN et que l'OTAN, quand même, on ne peut pas, par exemple, comme ça, sanctionner un pays membre de l'OTAN sans l'approbation de l'OTAN. Et l'OTAN, bien sûr, attend un petit peu, il essaye de reporter la question jusqu'à ce que Biden, maintenant, commence à tenir les rênes du pouvoir à la suite de Trump. Donc, vous voyez, le problème est compliqué et malgré ce consensus, il ne faut pas s'attendre vraiment à un miracle ou bien il ne faut pas s'attendre vraiment à une sanction qui pourrait réprimer la Turquie, qui pourrait empêcher la Turquie de poursuivre ses provocations et ses prétentions sur cette zone orientale. Oui, mais pourquoi, à votre avis, toutes ces actions provocatrices dans tous les sens de la part de la Turquie? Parce que la Turquie a beaucoup d'intérêt dans cette zone, c'est-à-dire que sans compter l'intérêt économique, vous voyez, source de gaz naturel, on sait très bien que la partie qui appartient à la Turquie, c'est quand même une partie un peu pauvre en gaz naturel sur le plan des ressources. Et dès qu'on, par exemple, découvre des gisements ou des puits de gisements dans cette zone orientale et qu'actuellement il y a un conflit entre la Turquie et Chypre, la Turquie, ou bien les responsables de la Turquie, se mobilisent quand même pour essayer d'avoir une mainmise sur cette zone, ce qui n'est pas facile. Et puis après, chaque pays a ses prétentions et ses allégations. Mais est-ce que, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que c'est le droit international qui doit trancher cette question. Et dire le droit international, ça veut dire que la question va s'éterniser sans solution. Et puis, il y a autre chose aussi. N'oubliez pas que la Turquie aussi, au nom de l'intérêt économique, elle veut aussi ingérer en Libye. Elle envoie des milices, elle soutient un gouvernement qui était proche de ses pouvoirs, des autorités turques. Alors, elle veut, coûte que coûte, elle veut profiter sur le plan économique de la position libyenne et la position géographique, et aussi la zone maritime, c'est-à-dire qui appartient aux eaux territoriales de la Libye, étant donné que cette zone aussi est riche en gisements et en pétrole aussi. Donc, c'est l'intérêt économique qui porte la Turquie vraiment à poursuivre ses provocations partout où, par exemple, où elle est un intérêt. Et est-ce que vous pensez que ces sanctions, au cas où elles sont vraiment imposées, vont calmer les actions provocatrices de la Turquie ou bien au contraire, ça va les augmenter? Monsieur Essam Abdel Fattah? Bon, apparemment, on a perdu l'appel, donc on poursuit avec nos reportages en réaction. La Turquie a rejeté les sanctions de l'Union européenne, la visant en lien avec ses activités controversées
en Méditerranée orientale. Mais le président Recep Tayyip Erdogan les a minimisées tout en cherchant à calmer le jeu. Un commentaire. Les sanctions européennes ont provoqué la colère d'Ankara. Les autorités turques ont signifié leur mécontentement et rejeté une décision jugée biaisée et illégitime. Nous rejetons cette attitude figurant dans les conclusions du sommet de l'Union européenne, a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué. Condamnant les actions illégales et agressives d'Ankara, les dirigeants de l'Union européenne ont seulement adopté des sanctions individuelles qui devraient viser des non impliqués dans les activités d'exploration. Mais l'absence de consensus a empêché l'adoption de sanctions économiques contre des secteurs d'activité et la demande de la Grèce d'imposer un embargo européen sur les armes à la Turquie. Si le président français Emmanuel Macron, partisan d'une ligne dure face à Ankara, s'est félicité de ce que l'Union européenne ait démontré sa capacité à faire preuve de fermeté face à la Turquie, le président turc a minimisé les mesures adoptées. Des pays de l'Union européenne dotés de bon sens ont adopté une approche positive et ont torpillé ce jeu visant à imposer des sanctions plus sévères, a déclaré le président turc à Istanbul. Nous avons des profondes relations politiques et économiques à la fois avec les États-Unis et avec l'Union européenne, et aucun des deux ne peut les ignorer ou prendre le risque de les perdre, a-t-il ajouté. Se voulant apaisant, il a affirmé que la Turquie n'a jamais entrepris et n'entreprendra jamais une quiconque action susceptible de porter atteinte à l'esprit de ces relations. Un agenda de sanctions mu par des considérations politiques sur des bases irrationnelles et nuisibles pour toutes les parties et ne bénéficiera à personne, a-t-il poursuivi. Il a dit croire qu'il n'existe aucun problème qui ne saurait être résolu à travers le dialogue et la coopération. Et on poursuit avec les reportages. La volonté apparente du président turc Recep Tayyip Erdogan de calmer le jeu semble destinée à préserver l'économie turque, dont la croissance fut longtemps un pilier de sa popularité, de l'impact potentiellement dévastateur de sanctions américaines et européennes plus musclées. En effet, les sanctions de l'Union européenne, dont le principe a été adopté la semaine dernière lors d'un sommet de l'Union européenne à Bruxelles, surviennent au moment où Ankara risque aussi de se voir infliger des représailles américaines liées à l'acquisition d'un système de missiles russes. Un commentaire, et tout de suite après, on entamera notre deuxième volet qui va concerner l'économie égypto-africaine. Le président turc Recep Tayyip Erdogan était protégé par Donald Trump, mais son double jeu avec la Russie d'un système de défense antimissile a fâché Washington, décidé à sanctionner cette décision. Le secrétaire d'État américain sortant, Mike Pompeo, a dénoncé la politique du fait accompli menée par la Turquie dans plusieurs crises régionales et a invité Erdogan à revenir à un comportement d'allié. Dans des déclarations publiées par les médias turcs, Erdogan que des sanctions américaines contre son pays en lien avec l'acquisition d'un système de missiles russes serait un manque de respect à la suite d'informations de presse sur l'imminence d'une telle mesure. Sous l'administration Obama, comme sous celle de Trump, on s'enorgueillissait d'avoir un membre de l'OTAN comme la Turquie. Soumettre la Turquie à des sanctions serait un manque de respect de la part des États-Unis envers son allié très important au sein de l'OTAN, a-t-il dit. L'achat par Ankara du système de défense aérienne russe S-400 avait envenimé ces dernières années les relations avec Washington, qui fait valoir que ces missiles sont incompatibles avec les systèmes de l'OTAN. La menace de sanctions américaines plane sur la Turquie depuis qu'elle a pris livraison de ces missiles, mais le président Donald Trump, qui entretient de bons rapports personnels avec Erdogan, s'est abstenu jusqu'ici de les déclencher. Pourtant, les mesures punitives d'ordre économique sont inscrites dans une loi adoptée en 2017 par le Congrès quasiment à l'unanimité pour contrer les adversaires de l'Amérique à travers les sanctions.
Les médias américains, dont le Washington Post, ont affirmé que l'administration américaine devrait finalement annoncer des sanctions contre la Turquie dans les prochains jours. L'ampleur des sanctions européennes et potentiellement américaines n'est pas encore connue, mais elle pourrait plomber une économie turque qui bat déjà de l'aile et fragiliser davantage la livre turque. Et nous revoilà de retour et nous allons, comme on l'a annoncé tout à l'heure, on va parler des relations économiques égypto-africaines. Et pour nous parler de cela, je serai en compagnie de Dr Hoda Yessa, présidente de l'Union des femmes investisseurs arabes et aussi membre du Conseil égyptien des affaires étrangères. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Alors, on voudrait parler de l'Union. Comment cette Union a été formée? Quel est son objectif? Quelles sont ses réalisations? L'Union a été formée le 1er juin 2005, il y a plus que 15 ans maintenant. C'était déjà avant ça, elle avait déjà commencé à faire des efforts par l'entremise de l'Association des femmes égyptiennes pour le développement. Ensuite, ça s'est développé vraiment et en 2005, on a annoncé à la Ligue arabe la naissance de l'Union des femmes investisseurs arabes. Et en 2015, on a fait une collaboration entre nous toutes et on a approuvé qu'on fasse un comité pour les hommes d'affaires. Alors, c'est l'Union et le comité des hommes d'affaires qui travaillent avec nous très sérieusement. Et voilà, et un des plus importants objectifs qu'on a, comment aider les femmes à ouvrir le marché, comment aider les femmes à être vraiment des propriétaires à des projets, comment travailler, comment les aider à changer la culture du travail même chez la femme, la confiance entre les femmes elles-mêmes, changer l'image de la femme vis-à-vis du média, parce que malheureusement, pas toujours on a une photo ou une image positive, mais malheureusement l'image est très souvent négative, surtout dans nos pays arabes. Alors maintenant, dans nos pays arabes, l'image est négative, mais depuis quelques années, on assiste quand même... Non, oui. Non, je parle de ça il y a 15 ans. Ah, d'accord. En 2005. Non, maintenant, on est tout à fait... Ça a tout à fait changé. On vit nos plus beaux jours. Hein. Non, il y a 15 ans de ça, c'était un des objectifs importants, de comment faire travailler les pays arabes ensemble pour créer des réseaux importants pour aider sur deux niveaux, social et économique. On travaille par l'entremise des comités différents dans l'Union. C'est ça les choses les plus importantes. Comment attirer aussi les investissements qui sont partis de nos pays vers peut-être d'autres pays en Europe ou je ne sais plus où. Comment les réattirer? Comment présenter les facilités que nous, gouvernement, et surtout l'Égypte, quelles sont les facilités qu'on offre pour les investisseurs pour venir vraiment créer des projets en Égypte, communiquer, faire des projets en commun entre nous, les membres de l'Union des femmes investisseurs et du comité des hommes d'affaires. Est-ce que vous sentez que le développement qui a pris place en Égypte, surtout durant les 5 dernières années, fait de l'Égypte aujourd'hui une destination très attirante pour les investissements, qu'ils soient arabes, africains, européens ou autres? Exactement, ça a tout à fait changé. Vraiment, on est très fiers d'être aujourd'hui.
On dit on est fiers d'être vraiment des Égyptiens, on est fiers de tout ce qui se passe, le changement, l'Égypte a tout à fait changé. Il suffit seulement, très simplement, de marcher dans les rues, passer par les plans, voir les rues, tout le changement dans nos cités industrielles, le changement dans l'infrastructure des routes. L'infrastructure des routes, c'est ce que je veux dire. Partout, ça a changé. Et ça, c'est très clair vers l'Europe, vers l'Afrique, vers partout. Et tout le monde, maintenant, se dépêche de venir vers l'Égypte pour le vraiment développement réel et continuel qui se passe en Égypte. C'est plus seulement des belles paroles comme peut-être dans le précédent. C'est pas des paroles, c'est pas des idées extraordinaires qui ne se réalisent jamais. Non, ça se réalise et très vite, et très précis, et très ponctuel et avec beaucoup de qualité. C'est ça ce qui fait que vraiment maintenant tous les pays sont attirés à venir vers l'Égypte. D'accord. Et quels sont les domaines qui sont les plus attirants pour les investisseurs en Égypte? Moi, je pense que, étant donné que je suis une femme qui vient du côté industriel, je pense que l'industrie, le tourisme, sont vraiment les deux les plus importants rôles qui jouent dans l'économie. Si on va parler du tourisme, on va dire qu'il y a plus que 360 industries qui travaillent autour du secteur touristique. Si on parle de l'industrie, bien c'est l'export qui va nous apporter vraiment de la monnaie européenne. Ça va beaucoup aider pour le développement. Peut-être ces jours-ci, on souffre un peu du Covid-19, ce qui est un peu normal comme partout dans le monde, mais ça n'empêche que l'Égypte défonce beaucoup. Mais je pense aussi que même avec ce Covid-19, l'Égypte a prouvé que malgré ce temps de crise, elle a pu le surmonter et d'une manière admirable. Exactement juste. Et puis on est le premier pays sur le niveau mondial qui a fait une conférence internationale durant le Covid-19 sur le niveau mondial pour l'investissement arabo-africain. Ça a eu lieu à Galala, qui est quelque chose d'extraordinaire. Et l'ouverture, le premier jour, c'était à la Ligue arabe. Là, il y avait tous les pays présents de très haut niveau. Et qu'est-ce que cette manifestation a donné? Ça a donné beaucoup de choses, parce que vraiment, on était très fiers comme Égyptiennes et Égyptiens que c'était à la Ligue arabe, patronnée par elle, et en même temps, par notre gouvernement égyptien, par notre Premier ministre. Ça a été ouvert par le mot du Premier ministre qui a été lancé par la ministre Nivine Guéma, la ministre de l'Industrie et du Commerce, qui est venue, elle a lancé le mot du Premier ministre pour recevoir la conférence, pour la chapeauter, pour donner tout le, comment dire, tout ce qui est sérieux, pour présenter tout ce qu'on a comme investissement, les facilités que le gouvernement donne aujourd'hui. Aussi, on avait le ministre de la Finance aussi qui chapeautait aussi en même temps cette conférence. On a aussi des personnalités de très haut placées, comme par exemple, on avait invité la première dame du Congo, qui est venue. C'est vraiment un phénomène extraordinaire, parce que pour qu'une première dame se déplace pour des NGO ou bien des secteurs privés, c'est pas facile. Elle est venue, elle et tout un groupe de 23 personnes et des conseillers du Premier ministre, alors, du conseiller du président. Alors c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, on était très fiers. Mais ils viennent dans quel but? Ils viennent dans l'intérêt d'investir en Égypte, ou bien de faire partie de cette communauté, d'être informés? Dans quelle perspective? La perspective, je pense, le plus important pour eux, c'était de communiquer et de créer des réseaux en commun pour collaborer ensemble sur le niveau économique qui est très important et aussi le niveau social. La première dame du Congo s'intéresse beaucoup pour les femmes, pour les jeunes, pour le développement continuel. Alors c'est une des raisons, je pense, qui l'a intéressée dans notre réseau. Puis elle a vu tout ce qu'on a fait pendant les années passées, comment on présente toutes les facilités que nos pays offrent. Elle aussi, elle a présenté tout ce que le Congo peut offrir pour tout ce qui est femmes arabes, hommes arabes. Et c'est un secteur qui l'a intéressé énormément. La nouvelle loi en Égypte sur les investissements, est-ce qu'elle est en faveur justement de cette attraction des investissements étrangers en Égypte? Sûrement, elle est en grande faveur, pas en faveur seulement, pas seulement les lois qui ont rapport à l'investissement, aussi toutes les facilités que notre président Fattah el-Sisi a données pour les femmes en Égypte. Alors c'est ce qui nous a donné à nous plus de force, ce qui a attiré plusieurs premières dames, plusieurs premières ministres, plusieurs ministres dans tout le monde africain à venir et collaborer avec l'Égypte. C'est pas grâce à nous, c'est grâce à notre président qui donne tout ce support pour les femmes et pour l'investissement et pour
l'exécution des projets et la sincérité et vraiment comment ils travaillent d'une façon ponctuelle, sincère et avec grande qualité. Et avec grande rapidité aussi. Rapidité, c'est ce que je voulais dire, ce que je n'arrive pas à trouver le mot. La rapidité, ce qui les a étonnés, ils ont dit mais c'est pas possible. Quand on était à Galilée, ils ont dit c'est un miracle. Comment vous avez pu faire ça dans 2 ans? Il y avait le représentant du ministère de la Défense. Il était vraiment très fier d'expliquer à tout le monde, de nous prendre avec le téléphérique, de nous montrer l'industrie, de montrer la grande usine de marbre là-bas, de nous montrer la cité aussi touristique. Vraiment, c'était un phénomène. Et vous travaillez aussi beaucoup avec les femmes africaines, n'est-ce pas? Non seulement arabes. Oui, mais ça c'est avec l'Afrique. Et moi, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être invitée, moi et le groupe de l'Union et le groupe des hommes d'affaires. Pour le 20 décembre, on part vraiment vers la Nigerie, qui est un pays où il y a presque 200 millions. Et c'est un des d'une plus grande économie sur le monde africain. On est invité par la fille du président, Madame Fatima Buhari, qui est le mariage de sa fille. Et en même temps, elle nous prépare plusieurs réunions avec les ministres et les personnes grandes distinguées. Alors je pense que pour des chances d'investissement peut-être au Nigeria. Pas seulement investissement, c'est aussi commercial. Ils importent plusieurs choses vers l'Europe, vers plusieurs pays, là où ils sont maintenant très intéressés à importer de l'Égypte. Et nous aussi, on est intéressés à avoir des raw matériels qui sont très importants, comme le bois et plusieurs choses, thé, café, plusieurs produits. Alors, ce sera une relation de gagnant-gagnant entre nous et la Nigerie. Là, on va passer une semaine. Et j'espère qu'il y a aussi le comité des jeunes qui part avec moi, le comité des hommes d'affaires. Je pense que ce sera une bonne occasion pour aussi établir des relations bien plus fortes qu'on avait avant. Pour moi, Madame, Son Excellence Fatima Buhari, c'est sur le niveau personnel, c'est une amie. Et elle représente la coordination avec la Nigerie. Alors, on est très content d'aller, de voir comment on peut, nous les deux, bénéficier de cette relation. Parfait. Et quel est le rôle des jeunes dans ce comité? Non, le jeune a beaucoup de rôles, surtout que maintenant, on commence à préparer presque 100 femmes. Le rôle des jeunes, premièrement, c'est de les aider à changer la mentalité en général. La mentalité de chercher un emploi. Non, maintenant, ils commencent, comment dirais-je en français, c'est comment commencer leur travail, comment être des, je ne sais pas dire le mot en français, mais des entrepreneurs. Entrepreneurs, c'est ça ce que je cherchais. Comment être des entrepreneurs, c'est ça l'important. C'est ça qui va faire développer notre pays. Puis sur le niveau des petits et des moyens projets, ce n'est pas seulement les grands projets. Si on regarde vers le Japon, par exemple, comment leur économie s'est développée? Ça s'est développé par les petits et moyens projets. Toute l'Asie. C'est pas... ça, c'est une conception. On a vraiment besoin de répondre entre les jeunes. Et nous, on a M. Louaï Abderrahman, qui travaille sur ce domaine avec nous. Il est du comité des jeunes, il part avec moi, il est le directeur le président de la comité du développement continuel. Alors lui, ici, il est là, il s'implique. Ils sont très excités parce qu'ils font déjà des correspondances avec les jeunes en Algérie et les jeunes en Afrique. Parce que le président d'une grande association africaine pour les jeunes, M. Kassim, là où ils se contactent ensemble, ils vont faire, je ne veux pas dire pour le moment, pour ne pas, j'aime parler après qu'on exécute, ils vont faire un très grand événement égypto-africain présidé par la Nigerie et l'Égypte. Pour ceux qui sont jeunes, comment commencer leur travail, comment développer le travail, comment casser les barrières. Comment casser les barrières intérieures dans les jeunes, la peur, le manque de confiance en eux-mêmes. Comment on doit commencer. Ce n'est pas du tout important de commencer avec des gros montants. On a beaucoup d'expérience sur le niveau égyptien et arabe. Beaucoup de grandes personnalités très connues au monde maintenant, surtout au Golfe. Ils ont commencé avec de très petits moyens. Et aujourd'hui, ils sont un des plus grands hommes d'affaires. À Dubaï, par exemple, on a Galal Ghaili, on a plusieurs personnalités. On a Lubna Al-Alienne, en Arabie Saoudite, il y a plusieurs personnalités au monde. Et quand vous travaillez surtout avec les femmes et la jeunesse dans le monde arabe et dans le monde africain, est-ce que vous retrouvez les mêmes soucis, les mêmes défis, les mêmes problèmes? Je vais te dire quelque chose. Il y a ça 3 ans,
Il y a des jeunes qui sont venus, quelqu'un m'a contacté, bien, madame, docteur Roda, on est en train de faire des études sur les réactions des présidents des femmes d'affaires sur le niveau mondial. Ça vous gêne? C'est l'Allemagne. J'ai dit non du tout, qu'ils viennent. Il y avait une jeune fille, un jeune homme, ils étaient là avec moi presque chaque jour, durant un mois. Ensuite, on nous a invités en Allemagne, à Francfort. J'étais vraiment choquée. Il y avait moi, il y avait toutes les présidentes des femmes d'affaires dans le pays arabe, aux Indes, au Canada, en Australie. Et puis, vraiment, on s'est toutes choquées. En rentrant, la première chose qu'il a dit, celui qui présentait le programme, il a dit « Bonjour, mesdames, en blanc et noir ». Alors on s'est regardé, tout on était en blanc et noir, black and white. Tout on était en costume masculin un peu. C'était vraiment drôle. Ensuite, ils ont commencé à présenter, je ne m'imaginais pas qu'elles me surveillaient tellement, nos réactions avec les employés, avec les directeurs, avec nos enfants. Ils ont commencé à présenter. Tu ne peux pas t'imaginer que c'est presque 98% les mêmes. Toutes les présidentes des femmes, des unions ou bien des collaborations ou bien des associations de femmes, on était 98%. Comment? Décrivez-nous un petit peu ce comportement. Étant donné qu'on est femme, on a un peu l'émotion. On est attaché aux enfants, on veut les faire grandir, en même temps on veut garder toujours le pouvoir. Alors c'est un peu drôle parce que tu veux leur donner le pouvoir et en même temps tu ne veux pas perdre ta place. Les réactions avec les gens qui sont proches de vous, votre bureau, et les relations avec les autres personnes qui travaillent dans vos sociétés. Par exemple, moi j'ai 5300 employés en les usines. Non, ça diffère. Au moment où tu es malade, comment tu réagis vis-à-vis de tes problèmes? Est-ce que tu t'éloignes du travail ou bien tu continues à travailler malgré ta maladie? On a trouvé que la plupart de nous, on prenait des aspirines et des trucs pareils. On descendait toujours au travail parce qu'on avait des buts très définis. On s'intéressait beaucoup, vraiment c'était très drôle, que tout on était très intéressés, que quand on était à la télévision en comparaison avec toutes les autres femmes, tout on était en costume noir et des chemises blanches, toutes. Seulement celle de la Russie, elle portait la jaquette blanche et la chemise noire. C'était la seule qui était différente, mais toujours c'est blanc et noir. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on a passé par là. Et sur le plan local, est-ce que vous travaillez en parallèle avec la stratégie de l'État? Exactement, on ne travaille qu'avec la stratégie de l'État. C'est pour ça qu'on s'est dirigé vers l'Afrique. C'est pour ça la plus grande et la plus importante raison qu'on s'est dirigé vers le Congo au début, étant donné qu'on a bien su et bien étudié la vision de notre prison vers le Congo et la Tanzanie. Alors c'est une des choses de laquelle on a passé. Pour le moment, il y a plus que 100 femmes qu'on commence à développer. C'est dans un très petit village qui s'appelle Darjour. On commence à les développer à ces 100 femmes-là, à les aider à comprendre un peu, à avoir confiance en eux-mêmes. Et très important de leur apprendre l'hygiène personnelle. Malheureusement, il y a beaucoup de coutumes dans nos petits villages qui ne sont pas très développés. Malheureusement, personne ne leur dit ça. Surtout maintenant, c'est-à-dire que maintenant, c'est vraiment grave. avec maintenant, la deuxième vague du coronavirus. C'est très, très grave. Il faut leur apprendre. Il faut beaucoup insister et répéter, pas dire une fois, 1 et 2 et 10 fois, parce que c'est leur vie, la vie de leurs enfants et de leur famille. Alors, on prépare pour ce projet-là. On prépare comment aller développer sur tout ce qui est manuel, des travaux manuels. On est en train de préparer qu'est-ce qu'on va acheter, qu'est-ce qu'on va leur donner, parce qu'ils vont commencer à faire des productions manuelles très importantes. Là, on va exposer vers l'extérieur. Ces productions, vers la Belgique. C'est vous qui les collectez et vous les leur exposez, ou bien que ça fonctionne comment? On va commencer. On leur apporte premièrement le matériel. Ce qu'on a fait d'abord, ça, avant ça, à Youn Moussa, avec les Bédouins qui sont là-bas. Maintenant, on le fait avec cette place à Giza, que je vous ai dit. On leur apporte le matériel, on leur apporte une dame qui est avec nous, une ingénieure qui est très développée, Madame Saneh Serougi, qui est très connue pour tout ce qui est manuel, les travaux, la décoration et tout ça. C'est une ingénieure spécialisée dans ce domaine, les peintures et tout ça. Elle commence à leur faire l'entraînement et on apporte des docteurs ou bien des professeurs plutôt, des universités
pas d'ingénieurs, mais ceux qui font tout ce qui est ingénieur, joli, je ne sais pas comment dire le nom. Les Beaux-Arts. Les Beaux-Arts, exactement. L'Université des Beaux-Arts, on apporte aussi des jeunes qui sont très avancés. Et par là, on va commencer à leur développer leurs capacités. On ne peut pas nier que déjà, ils ont des capacités très, très avancées. Ils font de très jolies choses. Mais on va un peu ajuster le goût. Comment, si on exporte ça vers l'Europe, bien sûr, on l'exporte vers le monde arabe ou vers le monde africain. Peut-être le monde arabe, le monde européen seront plus intéressés parce que déjà en Afrique, ils ont beaucoup de travail, main très... Bien sûr. Mais vers l'Europe, ça sera très apprécié. On pourra vendre ça pour eux avec des bons prix. Maintenant, on a Madame Mireille en Belgique qui représente l'Union. C'est le comité de l'Europe. Alors là où on va présenter, elle va faire une foire pour ça. Oui, ben justement, il y a beaucoup de foires. Oui, la foire du local. livre, par exemple, et d'autres foires. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. On n'achète pas. Et Il faut être franc. le ministère des Affaires étrangères, avec Oui. les centres culturels Oui, ils font égyptiens à beaucoup l'étranger, d'efforts, c'est excellent. Ça, ils c'est organisent très haut. beaucoup d'événements aussi. Oui, c'est très haut défini, sûrement. Non, on ne parle pas de comparaison avec le ministère. Non, non, Ils non, font mais je veux beaucoup dire, plus. moi je parle là d'une coopération, d'une collaboration. Sûrement. Déjà, on a présenté une demande de vice-ministre pour l'Afrique, vers l'Afrique, et le vice-ministre vers le monde arabe, des affaires étrangères. Là, on va commencer à coordonner avec eux. Déjà, on envoie tous nos plans, on les envoie d'abord vers eux. On leur dit ce qu'on va faire. Comme par exemple, mon voyage pour Nigeria, j'ai déjà dit ça au vice-ministre. Il sait tous les détails. Et aussi vers la ministre de l'Industrie et du Commerce pour nous donner un peu des idées ou bien une direction vers l'Afrique, vers le pays là où on y va comme Nigeria. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous recommandez? De quoi vous pensez? Comment on peut collaborer sur ce niveau? Et vraiment, on a eu beaucoup de conseils très intéressants. Vous savez sûrement que l'Égypte, elle mène un combat très féroce contre, d'une part, le terrorisme et d'une part aussi contre le trafic humain, bien entendu, avec la migration clandestine. Est-ce que ça, les plus touchés ou les victimes premières de tout cela, c'est sûrement la jeunesse. Est-ce que vous avez des programmes spéciaux pour la jeunesse aussi, qu'elle soit arabe, égyptienne ou africaine? Sûrement, c'est ce que j'ai dit au début peut-être, que c'est très important de leur donner confiance en eux-mêmes, de leur donner la culture du travail privé et comment ils peuvent être vraiment des entrepreneurs. S'ils commencent à avoir ça, et on a une ministre extraordinaire, ma docteur Nivin Gamer, qui donne beaucoup de facilité pour les petits projets, ils doivent seulement savoir comment en profiter, comment commencer et par où commencer. C'est là où il est notre rôle, c'est là ce que j'ai dit pour le comité du développement continuel, Loya Abdelrahman, qui fait ce chemin-là avec nous parce qu'il est jeune. Et lui, en coopération avec le comité des jeunes, le succès continuel, le comité des jeunes, les femmes investisseurs arabes, le comité des hommes d'affaires, M. Magdi. Alors là où on travaille tous ensemble pour aider ces jeunes à commencer leur projet. Et surtout que nous, on a pas des grands, mais un peu plus grands projets. Des projets assez développés, on a au des moins. projets déjà développés. Bien, chaque projet qu'on a, que chaque femme et chaque homme a, sur les niveaux de l'Union des femmes investisseurs arabes et du comité des hommes d'affaires, chacun a sa compagnie. La chose la plus facile, ils peuvent comment nous produire, par exemple, les papiers, comment faire les dessins pour les produits. Ils peuvent faire des petites imprimeries, ils peuvent faire du carton, beaucoup de choses qu'ils peuvent faire. Là où ils ont les ventes garanties. C'est ça le plus important. C'est pas très important de donner aux jeunes seulement l'argent. Non, ça c'est facile. Bien parfois. sûr. Comment vendre ces produits? Et comment les agrandir aider? le projet? Pas seulement, comment créer ça avec qualité. Parce que quand ils font ça d'une façon commerciale, comme on dit, ou pas de qualité, ça ne continue pas. Bien sûr, ça finit. bien sûr, bien sûr. Mais si on leur apprend comment produire avec qualité, à ce moment-là, les grandes usines, ou bien les usines plus grandes qu'eux et développées, ils peuvent très bien exporter leurs produits dans les cartons qu'eux vont faire, dans les bouteilles, avec les dessins qu'ils vont faire, les stickers qu'ils vont mettre sur les produits, par exemple, sur beaucoup de choses. Alors, on a beaucoup, leur apprendre aussi la comptabilité, par exemple. Ils peuvent travailler, faire des petits bureaux de comptabilité qui peuvent aider les grandes usines, par exemple, pour le coût. C'est très important. Alors, pour faire des études sur le marché. Et je pense que les jeunes doivent seulement être dirigés, qu'ils
Vouloir, c'est pouvoir. Ça, c'est toujours, j'ai lu en tête depuis que j'étais enfant au Sacré-Cœur, on disait vouloir, c'est pouvoir. C'est Il n'y a sûr. pas quelque chose qui s'appelle des excuses, non. Ça ne marche jamais comme ça. Bon, et vos plans dans un futur proche, qu'est-ce que vous allez faire? Le futur proche, c'est qu'on va commencer. Votre voyage en Nigeria? La première chose, le 20 décembre, je pars vers la Nigerie avec le comité de l'Union. Et j'espère qu'on va assister au mariage de la fille de Mme Fatima Bouhari, ce qui est très intéressant pour nous. Ce serait un mariage extraordinaire. Il y a aussi un chanteur égyptien qui part avec nous, qui s'appelle Sameh Yousri. Il a été invité, on vient de le savoir. Et en même temps, on a préparé bien nos failles, nos papiers, on a tout préparé chacun de nous pour le présenter aux responsables là-bas, aux hommes d'affaires et aux femmes d'affaires qu'on va rencontrer. J'espère que ce sera une occasion pour nous. Pour moi, je suis très excitée pour commencer à exporter mes produits. Moi, j'ai des usines, je produis certains produits chimiques. Moi, je suis très contente que peut-être ce serait une occasion pour ouvrir un grand marché. Bien sûr. 200 millions. Alors, c'est pas facile. Bien sûr. Alors, on vous souhaite beaucoup de bonne chance. Merci et je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On arrive à la fin de cette édition de Direct. On se retrouve donc demain avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau colloque.